60% des gens chez qui on va découvrir dans une analyse PCR du blastocystis hominis n'auront aucun symptôme. Nos grands-parents se vermifugeaient 2 fois par an, donc on devrait faire pareil. Ouais, alors ça c'est complètement faux. Et vous savez que l'anisakis est un parasite dangereux. Donc c'est un parasite qui va créer généralement des symptômes digestifs aigus. Ça peut aller jusqu'à la perforation gastrique, donc c'est quand même très très violent. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Et donc on est parti maintenant sur l'épisode, là on est lancé. Un épisode aujourd'hui qui je pense avait tout son intérêt, dû un petit peu à la multitude de messages qu'on reçoit sur le sujet. Je parle évidemment des parasites. On reçoit beaucoup de messages pour savoir est-ce que je dois faire l'analyse, est-ce que je dois me vermifuger. J'entends des personnes qui disent qu'il faut absolument vermifuger, d'autres personnes qui disent qu'il y a une importance énorme des parasites. Je trouvais ça intéressant qu'on remette un petit peu d'ordre là-dessus, ou en tout cas qu'on déconstruise un petit peu ce qu'on entend et ce qu'on connaît aujourd'hui dans la littérature. Donc pour ça, on a le docteur Ballon-Perrin, qui est également directeur du comité scientifique de SIMP, important à préciser. Et donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Ouais. L'idée, c'est, comme je te disais aujourd'hui, de comprendre un petit peu, de découdre un petit peu tout ce phénomène autour des parasites. Et je pense qu'un bon premier point, c'est comprendre un petit peu, toi, tu pratiques depuis plus de 30 ans. Pourquoi est-ce que précisément maintenant, tu vois un petit peu cette explosion par rapport aux parasites ? Voilà. Bon, c'est pas un secret. L'explosion, elle est surtout liée à un livre qui est sorti il y a déjà maintenant un certain temps. Enfin, je sais pas exactement quand, mais il y a peut-être 2 ans, une chose comme ça. Et qui a eu un énorme succès. Alors, pour plusieurs raisons, je pense qu'il y a une bonne raison quand même, c'est que vraisemblablement, cette notion de problème lié à des parasites était sans doute un peu sous-diagnostiquée. Je dis un peu sous-diagnostiquée. Il y a une autre raison, c'est sans doute que la médiatisation de ce livre est extrêmement bien faite, ça c'est certain. Et puis, vraisemblablement, une troisième qui est plutôt liée aux angoisses, aux peurs humaines, c'est qu'on a effectivement très peur de ces petites bêtes qui sont en nous. Il y a un peu comme la peur des serpents, la peur des requins, je ne sais pas, mais en tout cas, la peur des bêtes ou des vers. Donc, il y a quelque chose qui doit toucher notre psychisme et qui fait que subitement, on s'excite très fort sur ces bêtes-là. On pourrait très bien parler d'autres bêtes. Il y a les champignons et les bactéries sont d'autres bêtes, mais j'ai l'impression que c'est comme si mentalement elles étaient déjà plus apprivoisées. Tant mieux. Donc voilà, tant mieux. Et donc effectivement, il y a, à mon sens, un excès d'excitation sur les parasites par rapport à la globalité du microbiote. Et parce qu'aujourd'hui, du coup, tu entends des patients qui viennent te dire je pense que j'ai des parasites. Qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui en consultation ? Bien sûr, parce qu'ils ont lu le livre, parce qu'ils ont été sur des plateformes, parce qu'ils ont assisté à toutes sortes de choses. Et en fait, voilà, je pense que c'est important. Ça doit être pris en considération, évidemment, mais ça doit être pris en considération dans le cadre global de tout ce qui peut perturber en particulier le système digestif. Et voilà, et pas subitement... il faut vermifuger tout le monde, ça c'est n'importe quoi. On va en parler en détail et on va expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Ouais. Je pense qu'une première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par parasite. Aujourd'hui, quand on dit parasite, en réalité, on parle de quoi exactement ? Alors les parasites, il y a 2 grandes familles de parasites. Il y a ce qu'on appelle les protozoaires. Et les protozoaires, ce sont des êtres unicellulaires, un peu comme les bactéries ou les champignons, justement. Et puis alors, il y a les pluricellulaires, qui sont des helminthes, qui eux sont des vers, en fait. Et ça va de petits vers jusqu'à des grands vers, comme le ténia, que tout le monde connaît, qui nous donne aussi, qui joue sans doute sur cette perception perturbante des parasites dans l'intestin, au niveau psychique. Et des parasites, est-ce qu'on en
portent tous, ou comme par exemple les bactéries, on en a tous, mais dans certaines quantités, elles sont acceptables, d'autres où justement il faut en avoir beaucoup et certains il faut éviter d'en avoir de trop. Est-ce que on est dans le même mécanisme ici par rapport aux parasites? C'est pas tout à fait pareil. Alors, il faut déjà savoir que dans la biomasse dans l'intestin, la biomasse est essentiellement constituée par les bactéries. C'est quand même essentiellement les bactéries. Il y a des parasites qui représentent un très petit nombre. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils sont pas importants. C'est pas parce qu'ils sont en petit nombre qu'ils peuvent pas avoir un rôle. Et alors, effectivement, par rapport à ces parasites, commençons peut-être par les protozoaires. Ce qui peut perturber les gens, c'est qu'on a on a souvent entendu qu'on peut être ce qu'on appelle porteur sain. Et en effet, si on prend un protozoaire assez classique, qui est le Blastocystis hominis, qui est un protozoaire qui est très fréquent dans la population, eh bien, on sait que plus de 60% des gens chez qui on va découvrir dans une analyse PCR du Blastocystis hominis n'auront aucun symptôme. Et on peut même aller plus loin, c'est qu'il y a des études qui ont montré que ces gens-là qui sont porteurs sains, eh bien, ils ont plutôt un microbiote qui est avec une plus grande diversité bactérienne. Donc, en fait, ils ont apparemment un microbiote serait plutôt un effet bénéfique sur le microbiote. De la même manière que certains parlent justement de thérapie avec les helminths, on en parlera après, que certains helminths pourraient être bénéfiques. Mais, de nouveau, il faut savoir de quoi on parle. Je veux dire que si vous avez un patient qui vient en consultation avec certains types de symptômes, eh bien, il faut tenir compte du fait que ces symptômes pourraient être expliqués par des parasites, mais pas se ruer sur le fait que ce ne peut être que des parasites. Je crois qu'il faut prendre ça dans un contexte global. On va prendre un exemple de patients qui viennent justement avec un syndrome de l'intestin irritable, qui ont des ballonnements, des gaz, des troubles du transit, etc. Ben, on va essayer d'identifier quelle est la partie justement liée à son stress, donc ce fameux axe intestin-cerveau, le côté cerveau vers l'intestin, la partie qui est liée à son microbiote, et dans son microbiote, est-ce qu'il a des bactéries de fermentation, des bactéries inflammatoires, et aussi, il est intéressant éventuellement d'intégrer le parasite. Mais je dirais que pour les parasites, il y a surtout des signes cliniques d'emblée où il faut y penser ou ne pas y penser. C'est quoi les signes cliniques justement? Est-ce qu'ils sont les mêmes pour tous les différents types de parasites ou ça va être aussi un peu différent entre ces helminths et ces peut être variable. On va dire qu'en gros, pour les protozoaires, alors ça peut être variable aussi selon, enfin bon, en gros, on peut avoir, ce seront plutôt des symptômes digestifs type maux de ventre, diarrhée, alors éventuellement récurrentes, comme ça, des diarrhées des maux de ventre qui reviennent comme ça épisodiquement ou qui traînaillent. Mais de même que par ailleurs, ça peut aussi être assez aigu. On peut avoir des infections à protozoaires aigus. Ce sont on va penser à ça, évidemment, devant ce type de symptômes. Mais aussi, on va évidemment voir si c'est quelqu'un qui revient de pays endémiques ou c'est endémique, c'est-à-dire en particulier l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et ça, le fait qu'ils reviennent de ce type de voyage, un peu l'historique et le type de symptômes va y faire penser. À ce moment-là, on demandera une PCR, donc une analyse dans les selles par rapport à ces protozoaires. Et si on les trouve positifs avec des symptômes, on va traiter, bien entendu. Il faut savoir que ces protozoaires-là se traitent par des médicaments qui sont la paromomycine ou la métronidazole ou le tinidazole, qui sont des médicaments qui sont quand même assez costauds. C'est pas des médicaments sans effet secondaire, sans toxicité. Ça a un impact aussi sur le microbiote. Exactement, et qui a un impact sur le microbiote bactérien de façon importante. Donc, ça ne se traite pas comme ça à la légère. Ok, donc il y a justement cette importance de prendre en compte les symptômes, parce que du coup, tu expliques qu'il y a certaines justement populations qui ont certains de ces helminths et qui justement vivent très bien avec. Voilà, donc là j'étais en train de parler, parce qu'on va essayer d'un peu scinder, surtout là je parlais des protozoaires, donc qui peuvent donner ce type de symptômes, soit des symptômes digestifs aigus,
soit des diarrhées récurrentes avec des maux digestifs enfin des douleurs abdominales, mais qui éventuellement qui ont un cycle qui reviennent et qui traînent. Et là, il faut tenir compte de l'historique, faire l'analyse et traiter par des médications qui sont à la fois antiparasitaires, mais aussi antibactériennes. Donc, il y a un rôle sur le microbiote qui ne se donne pas donc, comme ça à la légère. Et puis alors, il y a les helminthes. Alors, les helminthes, donc toutes sortes de vers multiples. Et là, bien souvent, c'est plus sournois. Donc, en fait, c'est une apparition c'est moins net, avec des symptômes digestifs qui sont moins nets. Il peut y avoir des ballonnements, des troubles divers au niveau des troubles du transit, de la constipation, etc., qui peuvent être associés alors plus facilement éventuellement avec des symptômes type allergique. Donc, justement, des chatouillements de l'urticaire, des choses comme ça. Bon, parfois d'autres symptômes plus spécifiques. On peut avoir, évidemment, l'assez facile en cas d'oxyure, c'est d'avoir le derrière qui vous chatouille, particulièrement la nuit. Bon, voilà, on peut retrouver des gens qui ont plus d'éosinophiles dans le sang. Enfin, bon, ça, ce sont cette situation à helminthe. Maintenant, on va retrouver aussi dans la symptomatologie, c'est là qu'il faut s'en méfier, c'est si on voit quelqu'un qui a des troubles digestifs avec des symptômes de type allergique cutané, éventuellement, en particulier chez les enfants, ou même chez l'adulte d'ailleurs, une perte de poids, une anémie, des symptômes pareils, là, il faudra évidemment y penser. Mais comment est-ce qu'on distingue du coup quelqu'un qui a des troubles digestifs chroniques type côlon irritable et quelqu'un qui a des troubles digestifs qui sont liés aux parasites? Oui, c'est une bonne question parce que justement, ça revient au fait que chez quelqu'un qui a des troubles digestifs, il ne faut pas tout de suite se dire « Oh, parasite !» parce qu'on est en plein dans le trip parasite. Non, troubles digestifs chroniques, d'abord, effectivement, réfléchir, est-ce que ça pourrait venir du stress? Est-ce que ça peut venir d'un microbiote effectivement fermentatif, inflammatoire, une candidose et éventuellement des parasites? Et on pensera d'autant plus aux parasites s'il y a effectivement des symptômes allergiques associés, voilà, une perte de poids, une anémie, ce sont des choses qui pourraient y faire penser. On pourrait donner alors un traitement anti-helminthe, parce que ces traitements anti-helminthe sont plus spécifiques des parasites et ont moins d'impact sur le microbiote, donc c'est moins dérangeant, on peut donner ça plus vite. Mais ça peut bien entendu s'analyser aussi par PCR, même si c'est moins évident. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième élément, mais ce sur quoi le message que je veux vraiment faire passer, c'est que ça fait partie d'un bilan global de tout ce qui peut générer ces problèmes digestifs chroniques. Ce n'est qu'un petit élément parmi d'autres. Et par exemple, les personnes qui se disent, qui ont des troubles digestifs chroniques, qui veulent aller investiguer justement au niveau du microbiote et de voir si, donc au niveau bactérien, voir aussi au niveau des champignons s'il y a une candidose. Aujourd'hui, on dit un peu que quand il y a des troubles digestifs chroniques, la candidose est presque essentielle à faire avec l'analyse du microbiote, parce que si on loupe la candidose, on peut continuer à patauger. Est-ce qu'on est dans la même case ici avec les parasites, ou est-ce qu'il y a vraiment des indications un peu plus précises, parce que le candida c'est tellement large, le type de symptomatologie. Est-ce qu'ici il y a vraiment des indications plus précises sur des symptômes type qui sont moins larges, ou est-ce qu'on est un petit peu dans le même cas? Non, à mon point de vue en tout cas, alors c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas à mon point de vue, c'est plus spécifique, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, avec les perturbations du microbiote et la candidose, c'est ce qui va le plus souvent expliquer une pathologie digestive chronique type syndrome de l'intestin irritable, beaucoup plus qu'une parasitose, qu'une helminthose, on va dire, négligée. Mais par contre, c'est certain que s'il y a certains signes cliniques avec plutôt une tendance constipation, perte de poids et symptômes allergiques associés, là, il faut vraiment y penser, quoi. Ouais. Okay. Et donc du coup, on parlait à la fois d'un côté des protozoaires et des helminthes. Dans les protozoaires et dans les helminthes, est-ce qu'il y en a
Donc il y a une liste un petit peu de protozoaires et d'helminthes à regarder. Est-ce que là-dedans, il y en a qui ont, je crois qu'il y avait des études là-dessus où chez certaines personnes, ça va presque être plutôt protecteur et d'autres personnes où justement ça va poser problème. T'en parlais un petit peu avec l'étude du microbiote protecteur. Je vais en parler à deux niveaux. Donc effectivement, concernant les blastocystis, on considère que de fait, chez plus de 60% des patients chez qui on va trouver du blastocystis sur une PCR, il n'y aura pas de symptômes associés. Et justement, des études ont montré que c'était plutôt associé à un meilleur microbiote. Alors, pourquoi ? On va en parler en parlant des helminthes aussi, parce qu'effectivement, il y a, à l'inverse des gens qui veulent vermifuger tout le monde, d'autres qui disent « Ah mais non, c'est formidable, les helminthes, utilisons plutôt les helminthes en thérapie ». Ça se base sur quoi ? Ça se base sur d'abord une première constatation, on va dire entre guillemets hygiéniste, qui était de dire tiens, c'est amusant de voir que en Afrique, ils ont beaucoup de parasites et ils font pas de maladie de Crohn et pas de sclérose en plaques, ou à peu près pas. Bon, maintenant, il y a peut-être d'autres causes, donc on peut pas réduire ça comme ça. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a des études qui ont été faites chez l'animal, chez des souris, où on a montré de façon claire que certains helminthes avaient des effets extrêmement bénéfiques sur le système immunitaire et avaient justement des effets dans la prévention des maladies inflammatoires intestinales, dans la prévention de la sclérose par rapport à la sclérose en plaques, par rapport à des atteintes neurologiques chez la souris. Et donc, effectivement, ce qu'on a constaté dans ces études, c'est que certains parasites allaient avoir un impact à la fois sur la qualité, la diversité du microbiote, à la fois sur la production d'acides gras à chaîne courte qui augmentait, à la fois sur la modulation de l'immunité avec effectivement une immunité plus dérégulatrice, avec effectivement moins d'inflammation associée. Et que donc, effectivement, on a vu ça chez l'animal de façon claire. Alors, il se fait que des études chez l'homme, des études randomisées chez l'homme n'ont pas actuellement vraiment confirmé ça. Alors, certains parlent de problèmes de protocole d'études et de l'état des parasites, etc. Toujours est-il que actuellement, au niveau de la recherche, on est plus dans l'idée d'essayer de trouver quels sont les éléments des parasites qui ont cet impact. C'est-à-dire, en fait, on est dans une sorte, si je peux expliquer ça comme ça, une sorte de postbiotique. Alors, je vais essayer de prendre un exemple simple. On connaît très bien pour la fameuse Akkermansia mucinifila, donc cette bactérie. On sait que cette bactérie est bénéfique pour la perméabilité intestinale parce que à la surface de cette bactérie, il y a une protéine qu'on appelle amucon 100, qui est une protéine qui va aller améliorer la perméabilité intestinale. Eh bien, vraisemblablement, sur certains parasites, on va retrouver des protéines de surface qui ont un impact du même style. Et donc, vraisemblablement, il y a des produits peut-être postbiotiques à un moment donné à partir de ce type de parasites qui vont sortir. Et donc, ça revient quand même, quand on entend ça pour les blastocystis, qui est fréquemment présent sur certains helminthes, de se dire, finalement, dans le concept global de microbiote, tous les parasites ne sont pas mauvais, que du contraire, et commencer à vermifuger à travers, c'est très mauvais. Je vais juste, encore une chose que je veux dire, c'est si on peut comparer avec les bactéries, c'est comme si de dire, on a découvert qu'il y avait des bactéries bénéfiques, des bactéries inflammatoires. Oui. On a découvert que dans l'intestin, on a découvert des Bacteroides vulgatus inflammatoires, des Escherichia coli inflammatoires. Et donc, il faut donner des antibiotiques à tout le monde. Ce serait un peu la même chose, en oubliant de dire, mais tiens, finalement, il y a des Faecalibacterium, des bifidobactéries qui ont un effet anti-inflammatoire. Quelque part... C'est un peu l'erreur qu'on a commise pendant longtemps. Exactement, c'est l'erreur qu'on a commise pendant longtemps et à mon avis qu'on est en train de commettre de la même manière pour les parasites. C'est-à-dire tous les parasites sont mauvais, tout comme on disait avant, toutes les bactéries sont mauvaises. Voilà. Et oui, mais je pense que c'est un parallèle très important à faire parce que c'est vrai que parfois on voit quelque chose et alors on se concentre dessus, mais on ne voit pas ce qu'il y avait autour et on peut faire plus de mal que de bien. Je crois qu'on a fait ça pendant très longtemps avec nos bactéries. Maintenant, ça devient communément accepté qu'il faut prendre soin de son microbiote et qu'il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Potentiellement qu'on va aller vers ça aussi avec les parasites. Mais donc pour bien comprendre, est-ce que c'est le même parasite qui chez une personne peut avoir une action différente ou est-ce que c'est des
souches, des sous-types de parasites qui sont différents. Voilà. Alors, il y a trois choses. Donc, il peut y avoir certains parasites. Du coup, peut-être on parle des helminthes et des protozoaires. Donc, par exemple, pour parler des helminthes, on sait que les helminthes qui ont été utilisés pour ces études, c'est pas non plus n'importe quels helminthes. On n'a pas utilisé des oxyures, on n'a pas utilisé des ténias, on n'a pas utilisé. Qui eux sont a priori négatifs sont pour tout le monde. Plutôt à éliminer chez tout le monde. Ça, c'est clair. Pour ce qui est des protozoaires, pour prendre l'exemple des blastocystis, eh bien, on sait qu'il y a 17 souches de blastocystis différentes et qu'apparemment, il y aurait 9 souches qui peuvent infecter l'homme. Et dans ces 9 souches, il y en a qui sont problématiques et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a déjà une question de souche. Ça, c'est un. Deux, il n'y a pas qu'une question de souche. Il y a aussi une question de réponse immunitaire. Et donc, effectivement, chez certains individus, la réponse immunitaire va être différente. Donc, des individus qui ont un système immunitaire plus déjà pro-inflammatoire. Souvent lié à l'état de leur microbiote aussi. Voilà, vont moins bien supporter ces parasites et vont sans doute moins bien y réagir. Donc, il y a vraiment une notion de l'immunité de l'hôte et une notion du type de souche. Ouais. Oui, donc parce que je disais qu'il y avait trois choses. La première, il y a déjà de quel type de parasite on parle. Et puis ensuite, pour un même type de parasite, il y a les souches et en plus, il y a le terrain de la vie. Mais donc, ce que tu expliquais par rapport aux protéines de surface, et c'est post-biotique, entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore de terme pour parler de ça, c'est au niveau c'est la souche qui va avoir des protéines différentes. Exact. C'est ça. Donc, c'est pas une même souche qui, chez une personne ou chez une autre, va avoir des protéines différentes. C'est vraiment, on a une espèce de parasite qu'on connaît. Là-dedans, il y a des souches différentes et certaines de ces souches vont avoir des protéines de surface qui vont avoir un impact négatif ou positif, comme les bactéries aussi. Il y a également des protéines de surface. C'est la même chose, exactement. Ouais. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on... Donc, on peut, comme tu disais, analyser, faire une PCR qui permet à la fois de voir les protozoaires et les helminthes. Ouais. Là-dedans, est-ce qu'on peut voir... du coup, on sait voir les espèces, on sait voir les souches. Et est-ce que c'est forcément... S'il y a une espèce qui est présente, est-ce qu'il faut forcément en faire quelque chose Voilà, alors donc... On ne voit pas les souches dans une PCR. On va voir si l'espèce est présente. C'est yes or no. Hein, donc, et alors, c'est pas un degré de présence, c'est présent. Non, alors ça va, exactement. Et donc là, finalement, on va baser son traitement sur la clinique. Mais bien souvent, évidemment, si on l'a demandé, c'est déjà parce qu'on suspecte quelque chose. Mais sinon, on va baser sur la clinique. C'est ça. Absolument. Donc vous venez d'entendre que la réponse par rapport aux parasites est parfois plus nuancée qu'on peut l'entendre et que comme dans tout, lorsqu'on essaie de comprendre un petit peu d'où viennent ces troubles digestifs, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe un petit peu souche par souche et bactérie par bactérie et parasite par parasite. Mais donc pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble l'équilibre de leur microbiote, que ce soit au niveau des bactéries, des levures ou encore des parasites, vous pouvez le faire en répondant au questionnaire que vous trouverez sur sim.fr, symp.fr. Vous répondez au questionnaire pour essayer de mieux comprendre quelles analyses peuvent être intéressantes dans votre situation, analyses que vous réaliserez directement depuis chez vous, analysées en laboratoire et avec lesquelles vous recevrez du coup des instructions sur comment agir au mieux sur votre équilibre digestif. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on reprend. Et du coup, juste avant de rentrer un petit peu dans les questions de d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement et comment est-ce que ça doit se regarder. J'ai quelques un peu des mythes que j'aimerais déconstruire. J'ai noté un petit peu des choses que j'ai lues sur les réseaux ou qu'on m'a déjà souvent posées et où j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Premier mythe, c'est mythe ou réalité, hein, mais nos grands-parents se vermifugeaient 2 fois par an, donc on devrait faire pareil. Ouais, alors ça c'est complètement faux. Donc ça c'est vraiment, il faut savoir que il n'y avait pas, il n'y a toujours pas d'ailleurs, et il n'y avait pas non plus à l'époque, je dirais, de directive générale, ce qu'on appelle l'OMS maintenant, de directive nationale en disant il faut vermifuger.
complètement faux. Alors, ce qui se passait, c'est que dans certains milieux, qui étaient généralement plutôt des milieux plus rural, quoi, hein, dans des campagnes, eh bien, soit certains médecins, soit certaines familles vermifugeaient d'office, parce qu'il y avait beaucoup plus de contact avec les animaux, etc. Et ils vermifugeaient. Ça, c'est vrai. Mais ce n'était pas quelque chose qui se faisait dans la population en général, absolument pas. Ça, c'est un mythe. Si j'ai des ballonnements chroniques, c'est probablement un parasite. Oui, alors ça, c'est n'importe quoi aussi. C'est vraiment dans la... Il faut tenir compte, comme j'expliquais, d'un bilan global. Quel est l'état du microbiote, quel est l'état fongique par rapport au stress, enfin tout l'axe intestin-cerveau dont on parle beaucoup. Et au passage, éventuellement, s'il y a certains signes d'appel, en plus, on peut aussi penser aux parasites. Et si on veut le détecter, on peut les tester. Ça peut faire partie du bilan global, mais pas dire « Oh, ballonnement, boum, parasite ». Il y a très peu de chances que ce soit lié à ça. Je devrais arrêter de manger des sushis pour éviter des parasites. Oui, alors ça, c'est pas vrai non plus. Et alors ça, c'est important, parce qu'il faut préciser les choses. Donc, en fait, quel est là le parasite principal qu'on trouve dans le poisson cru, qu'on trouve dans les sushis, c'est l'anisakis. Et vous savez que l'anisakis est un parasite dangereux. Hein, donc, c'est un parasite qui va créer généralement des symptômes digestifs aigus. Ça peut aller jusqu'à la perforation gastrique. Donc, c'est quand même très, très violent. Mais, chance pour nous, que ce soit les sushis, que ce soit si vous allez manger des ceviches, si les Sud-Américains, c'est pas mieux. Si vous mangez des matchs, c'est dangereux aussi à ce moment-là. Si matchs pour les Français qui nous écoutent, c'est ce qu'ils mangent en Hollande. Hein, c'est ce qu'ils mangent en Hollande, oui, c'est du hareng. Hein, du hareng mariné, vous avez du hareng légèrement fumé, mariné. Eh bien, en fait, dans tous ces poissons crus, si on ne respecte pas les règles de base, c'est-à-dire, c'est quoi les règles de base? C'est que ces poissons sont congelés à moins 20 degrés pendant 24 heures. Et donc, en fait, tous ces poissons crus congelés à moins 20 degrés pendant 24 heures qui vont être ensuite distribués pour être utilisés pour les sushis, pour les ceviches, pour les matchs, etc., il n'y a pas de problème. Les anisakis sont morts. Si maintenant, par malheur, vous allez acheter un poisson qui n'a pas été surgelé à la base, qui est quand même rare, parce qu'en général, on les pêche, on les surgèle, et puis, enfin, bon, bref, mais imaginons que, alors il y a un risque, effectivement. Mais donc, c'est pas comme si on mettait les doigts autour du pet de son chat et puis le risque est beaucoup plus faible. Donc il y a un risque qui existe, mais qui est très très faible. Donc c'est pas vrai. Non. Par contre, on va avoir des métaux lourds éventuellement avec les sushis, mais pour ce qui est enfin, pas éventuellement, certainement des métaux lourds. Moins avec les matches. Moins avec les matches. Mais par contre, oui, non. Les parasites. Il ne faut pas arrêter de manger des sushis pour les parasites. On peut arrêter de manger des sushis pour plein de raisons, mais voilà. Pas pour les parasites. Ouais. Et du coup, là, tu as donné un élément de réponse, mais mon chat ou mon chien me transmet les parasites. Oui, ça c'est possible, par contre. Et donc, pour ça, c'est important de vermifuger les chats et les chiens. D'autant plus important avec des enfants en bas âge qui sont plus sensibles. Et alors, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on attrape ces parasites? C'est tellement le contact avec leur derrière, indirectement, évidemment. Donc, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si le chat vient vous lécher, il a sans doute des parasites, il va transporter des parasites sur sa langue. Pareil pour le chien. Si vous changez la litière de votre chat sans mettre des gants ou sans bien vous laver les mains, vous allez avoir des parasites. Enfin, sauf s'il est vermifugé, bien entendu. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est tout à fait ok, est-ce que eux, du coup, les chats et les chiens, ils ont que les parasites qui sont potentiellement néfastes? Ou est-ce qu'ils ont aussi ils ont des parasites qui peuvent être néfastes pour nous, oui. Ça. Et ok. Et du coup, ça, je pense que c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, mais je ne sais pas trop ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que tu disais que c'est pas mal encore en état de recherche par rapport à ces protéines de surface, mais est-ce qu'on a également une idée de
l'importance d'un équilibre. Tu vois, comme on a dans le microbiote, on parle de l'équilibre entre des bactéries positives et des bactéries négatives. On élargit un petit peu la notion du microbiote. Un microbiote, ça contient des bactéries, ça contient des levures, ça contient des parasites. Alors, on sait que la plus grosse partie, ça reste quand même les bactéries. C'est le premier terrain de jeu. Maintenant, on ajoute les sous-couches. Avec les parasites, est-ce qu'on est dans une idée d'équilibre, que certains parasites sont essentiels pour se protéger contre d'autres parasites? Disons que, en tout cas, ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que c'est les parasites sur lesquels on a fait ces études sur l'animal qui sont intéressants, on sait lesquels c'est. Donc effectivement, à partir du moment où on les détecte, on pourrait se dire que tiens, s'il y a ceux-là, c'est pas mal, et d'autres par contre sont problématiques. Oui. Mmh. Mais alors, on n'en est pas comme avec le microbiote bactérien, hein. C'est pas du tout au même niveau de connaissance et de répartition, quoi. Et donc, voilà, je pense que c'est important de ramener un petit peu, de recentrer le débat, ou en tout cas de peut-être calmer un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être inquiètes par rapport à ces parasites, qui ont des troubles digestifs ou autres, et qui se demandent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Pour toi, comment est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui ont des troubles digestifs depuis des années, et comment est-ce que cet épisode devrait un petit peu changer sa façon de chercher des réponses par rapport à ça? Ce que je dirais, c'est que justement, quand il y a des troubles digestifs depuis des années, l'idée, c'est de faire un bilan. Alors bien souvent, les patients qui ont des troubles digestifs depuis des années ont déjà fait les bilans, ont déjà mis en évidence le fait qu'ils n'avaient rien de grave. Donc déjà, ils ont fait une colonoscopie, une gastroscopie, où ils ont dosé leur calprotectine dans les selles. Enfin, ils ont fait des tests qui permettent d'écarter une maladie inflammatoire intestinale, type maladie de Crohn, des choses comme ça. Ce qui est la première chose, évidemment, bien sûr, qui est faite. Ils ont éventuellement aussi fait des tests pour écarter le fait qu'ils aient une maladie cœliaque. Donc ce sont bien souvent les patients qui viennent à ma consultation, par exemple, ont déjà fait ça. Et d'ailleurs, c'est très bien que ça a été fait. Donc ça, c'est une première chose qui a été faite. Donc, on sait que ça n'est pas ça. Donc, alors, on va aller chercher ailleurs. Et dans le ailleurs, eh bien, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, ce qu'on va rechercher, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une dysbiose? Est-ce qu'il y a une dysbiose bactérienne, pour commencer? Donc, est-ce qu'il y a un excès de bactéries de fermentation, d'inflammation qui pourrait justement générer leurs symptômes? Est-ce qu'il y a une prolifération de candidats? Est-ce qu'ils sont dans un état d'hypercorticisme avec un état de stress qui impacte sur leur microbiote et sur leur sensibilité viscérale? Ce sont toutes ces choses-là à voir. Et au passage, on peut aussi maintenant mesurer par PCR les parasites pour voir s'il n'y a pas effectivement de parasites problématiques. Ça fait partie du bilan extensif, si vous voulez, à ce niveau-là. C'est ça. Et donc pour conclure, chez qui est-ce que tu dirais oui, ça vaut la peine d'aller chercher des parasites, voilà. Et d'autres où tu dirais non, ça vaut pas la peine spécialement d'aller chercher les parasites. Dans tous les cas, j'ai l'impression que tu dis c'est intéressant d'aller chercher les parasites avant de vermifuger. Maintenant, est-ce que y a certaines personnes pour qui tu dirais en fait ça vaut pas vraiment la peine d'aller chercher des parasites non plus? Alors, une question compliquée. C'est un petit peu compliqué, mais enfin quoique, disons que en tout cas, je pense que chercher les parasites, ça fait partie d'un bilan général du microbiote, comme l'équilibre bactérien, les champignons, les parasites. Je ne parle pas du virome et des phages, encore une autre histoire, mais bon, essentiellement, ces trois choses-là. Et donc, ça fait partie de ça. Maintenant, pour quelqu'un qui a une symptomatologie de syndrome d'intestin irritable, ballonnement, éventuellement maux de ventre, éventuellement trouble du transit, etc., ça peut en faire partie. Je dirais qu'il n'y a pas de signe d'appel plus particulier en disant « Oh, il faut absolument rechercher les parasites », mais les parasites peuvent être intéressants à chercher là-dedans. Il y a des éléments où je vais plutôt être attentif à ça. Il y a deux situations. Je dirais qu'il y a une situation, je ne parle pas du phénomène aigu, ici on donne des phénomènes chroniques, des gens qui viennent vous voir parce que ça fait un moment que ça traîne, etc.
C'est pas quelqu'un qui va en Asie, qui se ramasse à une intoxication alimentaire et éventuellement une parasitose aiguë. C'est une autre histoire. On est dans... Voilà. Donc, quelque chose de chronique. Quelqu'un qui a des diarrhées, des maux de ventre qui reviennent comme ça, qui traînaillent depuis des mois, voire des mois et des années, éventuellement avec une notion de cycle là-dedans, là, je serai très attentif aux parasites, en particulier aux protozoaires. Chez quelqu'un qui a, dans le cadre de symptômes digestifs, qui présente en plus de ça, effectivement, soit des symptômes, je dirais, allergiques, quoique il faut savoir que dans les symptômes allergiques, justement, c'est quand même important de préciser que quelqu'un qui a une prolifération de candidats, par exemple, peut très bien, ça peut aussi favoriser une hyperréactivité mastocytaire et aussi avoir des prurites, des chatouillements, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement des parasites, mais ça pourrait aussi être des parasites. Donc c'est sûr que c'est une situation où ça pourrait être des helminthes qui peuvent favoriser des symptômes de cet ordre-là. Donc c'est vrai qu'on aura aussi l'œil attiré sur le candidat, mais aussi sur les parasites dans ce cas-là. Voilà. Mmh. Et aussi, voilà, s'il y a aussi une perte de poids, mais bon, la perte de poids peut être lié à plein de choses, entre autres parasites. Ouais. Et donc, oui, donc c'est pas forcément, parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu aussi que c'était uniquement s'il y avait des diarrhées longues. Non, ça c'est plutôt pour les protozoaires. Okay, ce sont soit des diarrhées qui durent dans le temps, ou éventuellement qui viennent, qui s'en vont, qui reviennent et qui s'en vont. C'est pas vraiment l'alternance de constipation, diarrhée qu'on va plutôt retrouver dans l'intestin irritable, par exemple. L'alternance diarrhée-constipation, c'est vraiment un reflet de l'état micro-inflammatoire de l'intestin. C'est pas du tout lié à une sorte de parasite. Là, les parasites, ça va, en tout cas protozoaires, ça va vraiment être plutôt une diarrhée qui traîne, avec parfois des cycles, des moments où ça va mieux, puis ça revient, puis ça va mieux, puis ça revient. Mais c'est pas une alternance diarrhée-constipation. Alternance diarrhée-constipation, c'est vraiment une alternance sur la même journée, quoi. Ou même sur quelques jours. Ici, quand je parle de cycles, ce sont des cycles pendant une semaine, 2 semaines, ça va, et puis boum, ça revient, et puis ce sont des cycles beaucoup plus longs. Ou alors des diarrhées qui traînent depuis des mois. C'est ça. Et donc c'est plutôt quand il y a diarrhée qui traîne depuis des mois que tu vas... Avec des douleurs abdominales, éventuellement associées. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de diarrhée du tout, est-ce qu'il y a quand même un intérêt de regarder les protozoaires ? Il y a peu de chance pour les protozoaires. C'est plutôt alors, par contre, avec les helminthes, on peut avoir pas de diarrhée, mais des symptômes digestifs beaucoup plus... je dirais, imprécis, variable. Et il y a toujours une composante dermatologique ou pas toujours? Pas forcément. Okay. Pas toujours. Il peut. Bon, mais fréquemment. Mais c'est pour ça que c'est intéressant à rechercher, mais sans oublier qu'il y a vraisemblablement d'autres causes avant même les parasites. Ouais. C'est ça. Ok, mais je pense qu'on a pas mal. Je pense que c'est en tout cas plus clair sur ce que c'est vraiment les différents types de parasites qu'on a. Je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu penses qu'on a dont on a oublié on a dit pas mal de choses déjà de parler. Donc voilà, comme toujours, je trouve super intéressant, c'est d'apporter de la nuance. C'est vrai que les réseaux aussi nous poussent à ne pas être nuancé. Bien sûr. Nous aussi, on le fait quand on fait une miniature ou un titre d'un épisode, on essaie d'avoir un titre accrocheur qui n'est pas nuancé pour faire cliquer. Ça fait partie aussi du but du jeu, mais voilà, je trouve c'est important que derrière, et c'est ça qui est chouette dans ce format long, c'est qu'on a le temps de creuser un petit peu les choses et de se rendre compte qu'en fait, tout n'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est un peu le point en tout cas que j'aimerais, bon ici on parle des parasites, je crois que c'était important de refaire le point sur les parasites, mais de manière générale j'ai l'impression qu'on essaye, et même aujourd'hui dans une médecine fonctionnelle, dans cette approche qui est supposée être intégrative, plus holistique, multifactorielle, on essaye quand même de forcé par les réseaux, parce que je pense que beaucoup de praticiens fonctionnels, peut-être moins au niveau des médecins, mais au niveau pratiques alternatives, doivent passer par les réseaux pour se créer une clientèle. Je pense que les médecins fonctionnels, eux, n'ont pas vraiment besoin parce qu'ils sont full, il n'y a pas de place. Mais donc du coup, de l'autre côté, on est un peu obligé d'utiliser les réseaux pour
avoir une clientèle. Et je trouve ça intéressant parce que ça pousse aussi, il y a énormément de contenu, mais l'algorithme nous pousse à ne pas être nuancé dans nos propos. Et donc voilà, je fais un petit monologue ici, mais parce que je trouve que cet épisode, pour moi, il était très important qu'on le fasse pour parler des parasites, mais pour moi, c'est même plus loin que les parasites, c'est plutôt dans cet apport de nuances qui... Un peu aller au-delà de l'effet de mode, quoi. Voilà, c'est ça. Et même si on va surfer dessus, parce que vous allez voir ici, vous avez cliqué probablement sur la vidéo parce qu'on a mis un titre accrocheur. Mais voilà, on espère en tout cas que le contenu et la nuance vous a plu. Merci de venir nous éclairer. Sur la médecine fonctionnelle et émotionnelle. Voilà. Ouais, parce que les deux sont liés. D'ailleurs, on fera un épisode là-dessus maintenant qu'il y a justement les nouveaux critères de Rome pour très, très important, pour le syndrome de l'intestin irritable. Je serais très heureux d'en parler. Voilà, les premières publications sont sorties. Le lancement officiel du Rome 5, qu'ils appellent, donc sort le 1er juin, après 10 ans, où il y a une avancée qui est énorme sur la façon dont on parle du syndrome de l'intestin irritable, dont on diagnostique le syndrome de l'intestin irritable dans les guidelines mondiales et officielles, où ils parlent justement de cette prise en compte de l'importance du multifactoriel, de l'émotionnel aussi, et qu'on ne parle plus de troubles fonctionnels digestifs, mais de dérégulation de l'axe intestin-cerveau. Et donc ça, je trouve ça énorme. Vous êtes en plein dedans. On n'arrête pas d'en parler, et là, dans un mois, ils vont l'annoncer officiellement que ça a changé. Donc évidemment, on fera un épisode là-dessus, mais là aussi, ça pousse à être en fait plus nuancé, à être plus personnalisé, et ne pas être uniquement basé sur les symptômes. Parce que c'est ça aussi, à l'époque, intestin irritable, c'était quelques symptômes, hop, intestin irritable. Maintenant, c'est la prise en compte aussi. Les critères de Rome, pour ceux qui ne savent pas en un mot, c'est vraiment les critères établis par les gastro-entérologues pour diagnostiquer le syndrome de l'intestin irritable. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc là, en 2016, ils avaient établi les critères de Rome 4, et maintenant, 2026, 10 ans plus tard, ils ont établi les critères de Rome 5, qui est une réelle avancée. Et donc, évidemment, on fera un épisode là-dessus, mais je trouve que ça va dans ce long monologue que j'ai fait pour clôturer l'épisode, qui n'avait rien à voir avec le sujet de l'épisode, mais l'importance de la nuance. Donc voilà, merci beaucoup de nous écouter. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît, cette nuance, donc on continue dans cette lancée. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes qui aiment mettre de la nuance au sein de la santé. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes encore beaucoup trop nombreux et nombreuses à ne pas être abonnés à la chaîne, donc merci de le faire, et je vous dis à la prochaine dans le suivant épisode.